Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur les 8 causes d'échec les plus courantes que nous pouvons rencontrer dans le cadre des transformations qu'on accompagne. Et surtout, le plus important pour nous aujourd'hui avec Cécile, c'est de vous partager des stratégies éprouvées pour éviter ces échecs et faire des changements une réussite. Une session qui se veut être interactive, donc n'hésitez pas à réagir, à poser toutes vos questions en live. On prendra quelques minutes à la fin de la session pour y répondre et bien sûr, on se rendra disponible post-session également. Aux commandes aujourd'hui, une partie des équipes transformation et engagement d'OBA. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement et pour cela, peut-être vous dire ce que moi j'aime dans le changement, c'est que pour moi, il apporte toujours quelque chose de positif. Et notre travail avec Cécile, finalement, c'est de faire en sorte que ce petit changement positif, du coup, il transpire constamment dans notre accompagnement pour qu'il infuse, parfois doucement, mais sûrement, auprès des équipes qu'on accompagne. Parce que le changement, c'est souvent flippant, mais c'est inévitable dans nos écosystèmes. Donc, j'ai envie de dire, autant l'accueillir avec le sourire, non ? Et toi, Cécile, t'en penses quoi ? Bonjour à tous et à tous. Oui, alors, moi, je suis directrice de mission en conduite du changement et je pense que quand même, le changement, c'est un tiraillement entre la nécessité parfois d'aller vite, l'exigence d'avoir un changement rapide, mais en même temps, prendre le temps pour les équipes de s'acculturer, de comprendre et de bien s'impliquer dans les changements. Et c'est ça peut-être le défi à travers ces sujets. Alors Cécile, tu veux peut-être nous dire un petit mot sur ce qu'est le changement ? Alors, le changement, en fait, c'est quand même simplement passer d'un état existant à un état nouveau. Alors, en réalité, individuellement, on change tous, et beaucoup, et depuis longtemps. Quand on regarde toute notre vie, on a changé. Mais dans le cadre de l'entreprise, en fait, la difficulté, c'est qu'on va demander à plusieurs personnes de changer en même temps. L'individu doit changer au sein d'un groupe, une équipe par exemple, et puis l'équipe au sein d'un système. Ce qui fait que dans nos missions, en gros, on observe généralement 3 grands types de transformations. D'abord, les transformations organisationnelles. C'est un changement de processus, de méthode de travail, d'organisation aussi. Des changements d'ordre culturel, un nouveau projet d'entreprise, des fusions, acquisitions. Et puis, des changements de type managérial, leadership, management participatif. Et la difficulté, c'est qu'évidemment, tout ça, ça s'interconnecte. Par exemple, une transformation culturelle implique souvent une transformation managériale. Il faut donc être capable d'adresser la transformation en prenant en compte tous les impacts sur l'organisation, l'organigramme et parfois aussi le sociogramme. Le changement, vous l'aurez compris, c'est une nécessité. On voit bien que l'environnement accélère le mouvement et qu'on vaut mieux s'y habituer. En fait, rien n'est permanent, sauf le changement. Je suis bien d'accord, Cécile. Et du coup, pour ce webinaire, on a voulu aussi y confronter évidemment la notion d'échec, qu'on associe malheureusement trop souvent à cette notion de changement. Pas parce qu'on n'est pas optimiste avec Cécile, mais parce que le constat, il est clair depuis longtemps. Vous le connaissez sûrement, ce chiffre qui dit que 70% des projets de transfo se soldent par un échec. Et cela majoritairement lié au facteur humain. C'est pas vraiment une surprise. Mais finalement, en termes de chiffres, aujourd'hui, c'est plutôt un chiffre positif qu'on voulait vous partager avec Cécile. C'est ce chiffre qui dit que, d'après Prosky, 93% des projets qui sont gérés efficacement atteignent ou dépassent leurs objectifs. Pourquoi donc s'inquiéter ? Tout reste à écrire et cela passe par une conduite efficace du changement, d'où une vraie valeur ajoutée de mettre en place cette conduite de changement dans vos projets. Et cela, avec Cécile, on est plutôt d'accord là-dessus, le plus tôt possible sera le mieux. Parce que arriver, elle peut rattraper des choses, mais à mon avis, elle en aura loupé beaucoup. Et parfois, elle aura loupé des changements plutôt majeurs. Alors avec Cécile, on a aussi la conviction que la conduite du changement, c'est d'abord une question de posture, qui repose sur plusieurs choses. De l'optimisme, vous l'aurez compris, parce que on arrive parfois dans des contextes qui ne sont pas faciles. Donc il faut arriver avec ce regain d'énergie et ce regain positif. De l'observation et de l'écoute active, on parle bien d'individus qui sont traversés par des changements, qui changent. Et donc, il y a un contrat relationnel, un contrat de confiance qui se crée dès le démarrage du projet. Également de l'empathie,
tout en étant un peu Bob l'éponge, parce qu'il ne faudrait pas que notre regard, finalement, il soit empêché de la capacité de recul dont on a besoin dans un contexte de transformation, particulièrement lorsque celui-ci est sensible. Également être à l'aise avec l'incertitude. Alors, c'est peut-être pas indispensable, mais c'est quand même mieux. Et ça se travaille en expérimentant, en osant aller face à cette incertitude. Et puis enfin, de la flexibilité. Parce que même si on ajoute à ces beaux éléments de posture une bonne méthode, la méthode, elle peut pas être rigide. Il faut qu'elle s'adapte sans cesse. Il faut qu'elle reste souple et flexible. Et donc, c'est cette combinaison gagnante, finalement, entre posture et méthode qui permet de limiter les échecs de transfo. Et pour vous livrer nos retours d'expérience, on va repartir des causes d'échecs que nous observons, nous le plus, avec Cécile, au contact de nos clients, pour en tirer des pistes de solutions. On en a observé 8, le plus souvent, effectivement, qui arrivent. On a d'abord tout ce qui est autour de l'erreur de diagnostic. Voilà, ça arrive assez vite dans le projet, tout comme le manque de sens et donc un désalignement. Très souvent, ça, au démarrage, si ce n'est pas bien figé et que c'est un peu bancal, la transformation part très mal. L'erreur de diagnostic amène souvent aussi des ressources inadaptées. On n'avait pas bien calibré votre charge pour accompagner cette transformation et donc les métiers et votre équipe projet sont souvent dépassés. Et puis on note des choses aussi autour de l'absence de leadership qui peut conduire à un déficit de communication. Et puis également tout ce qui est autour peut-être davantage de la méthode, de la gestion de projet, avec des gouvernances qui sont parfois déstructurées et donc finalement un manque de discipline qui se dessine derrière tout ça. Alors c'est important de comprendre et de garder en tête qu'il n'y a pas souvent une seule cause d'échec. Ces causes d'échec, elles sont toutes interconnectées, donc c'est essentiel de les voir comme un système intégré. Et donc avec Cécile, aujourd'hui, on a fait le choix de faire des petites combinaisons d'échecs pour étayer nos propos. Le premier point dans la transformation, c'est le sens. Et pourtant, on voit bien que ça n'est pas toujours partagé, et parfois même au plus haut niveau, ce qui peut induire un désalignement fort. Les deux sont très interconnectés. En fait, l'absence de vision, une vision qui ne serait pas claire, ou une trajectoire trop globale, va rendre le projet de transformation pas très concret. Et la conséquence, c'est que finalement, les individus, les collaborateurs et les équipes vont pas forcément s'y retrouver, vont avoir du mal à connecter leurs actions quotidiennes avec ce qu'ils font plus largement et ce en quoi ils contribuent à un projet plus fort. Et ça peut engendrer de la démotivation, des incompréhensions qui vont gripper l'organisation. Alors évidemment, tout ça va être d'autant plus fort que le nombre de projets de transformation sera élevé. Et finalement, on va arriver à une situation où, au lieu de se rattacher nos projets à une même ambition globale, qui est vraiment très claire, les directions peuvent se mettre en concurrence. Et ça va être source de confusion, d'incompréhension, et les équipes vont avoir du mal à vivre le changement et à s'y impliquer. Et puis le manque d'alignement, c'est un peu comme finalement jouer un orchestre sans chef d'orchestre. Chacun joue sa propre musique, sa propre partition, mais même si chaque musicien est talentueux, le résultat final, il est, disons, un peu cacophonique, quoi. Et dans l'organisation, ça se traduit par des départements qui veulent travailler en silo, des objectifs qui peuvent sembler contradictoires, sans forcément l'être. Et finalement, des projets qui peinent à aboutir et des objectifs globaux pas forcément très clairs. Alors, face à une énergie qui serait démultipliée, les équipes s'épuisent, la difficulté à prendre les décisions ralentit l'ensemble de l'écosystème et ça a du mal à se mettre en mouvement. Alors, voilà, pour ça, face à cette situation, nous, on pense en tout cas qu'un outil qui est essentiel, c'est de raconter l'histoire. Savoir raconter l'histoire et se raconter l'histoire de la transformation. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on veut devenir? Quelles sont nos missions? Et pour ça, déjà, en partie, c'est accompagner le comité de direction pour aboutir à une vision partagée de la transformation à venir, travailler les éléments de langage avec eux. Il faut que le
comité de direction soit bien aligné sur ce qu'il veut faire et ce qu'il veut dire et comment il veut le dire. Et puis nous, comme le disait Marie, en tout cas chez OVA, on pense qu'un des moteurs dans la transformation, c'est de donner envie. Et pour ça, par exemple, on peut animer ou faire animer des ateliers participatifs avec du fun. Quand chacun arrive à mettre un peu de soi dans la transformation, à se sentir contributeur à son niveau, il peut être acteur et c'est beaucoup plus facile. Par exemple, sur l'image que vous voyez là, un des ateliers qui a été fait dans une industrie de valorisation des déchets, c'était de proposer aux collaborateurs de parler de leur ambition, de leur métier, par exemple, à un enfant de 10 ans, à un ours blanc, à un élu du territoire, que ça peut arriver. Fabriquer une affiche publicitaire pour exprimer qui on est, ce qu'on est et ce qu'on veut devenir. Raconter ou concevoir le menu entrée, plat, dessert qui compose leur façon d'être à l'intérieur. Et tout ça, ça va construire l'histoire, le projet d'entreprise. Voilà, autrement dit, cette démarche, ça permet de ficher l'histoire, le socle, les fondamentaux pour pouvoir engager une transformation beaucoup plus claire. Voilà. Une deuxième façon de gérer cela, c'est de participer à hackathon. Alors un hackathon, c'est quoi? C'est un événement qui permet à chacun de proposer des idées, des ateliers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on a un prototype. Donc en fait, à travers une journée événement, on va arriver à avoir un alignement, un ensemble, une participation commune d'équipes et de collaborateurs qui vont aboutir en tout cas à des propositions de direction et de trajectoire du changement. Et ça, c'est vraiment précieux et ça peut vraiment jouer la différence. Et puis n'oublions pas de célébrer, la célébration des succès, c'est souvent oublié, en tout cas c'est par notre expérience. Nous, on pense vraiment que c'est important de savoir valoriser les réussites. Je suis bien d'accord, Cécile, on est d'accord. Le positif, c'est super, super important et c'est ce qui fait que le changement, souvent, est bien accompagné. C'est un échec qu'on rencontre assez souvent. Ça consiste finalement en quoi? À minimiser finalement la magnitude du changement, en particulier l'impact des changements d'un point de vue culturel, des changements de comportement. Et une transformation, pour qu'elle soit réussie, il faut quand même qu'il y ait une bonne compréhension de l'état actuel déjà, et puis une vision claire de ce qu'on veut, de finalement c'est quoi notre cible future. Et donc, si ce diagnostic il est erroné, tout le processus va en pâtir. Et donc, par exemple, on a une étude, peut-être que vous la connaissez, d'Harvard Business Review, qui nous dit que sur une durée de 4 ans, auprès de 62 sociétés, il démontre qu'en fait, c'est à ce moment-là que l'erreur principale elle est commise dans le projet de transformation. Et c'est vraiment de ne pas poser le bon diagnostic à propos de ces changements qui sont à venir. Ce mauvais départ, il impacte négativement cette mauvaise direction. Et du coup, ce qui est important de soulever, c'est que cela a des impacts forts, notamment en termes de coûts. Et on le sait, derrière une transformation, il y a des enjeux de business qui sont souvent importants. Je vous donne un exemple, une organisation qu'on a par exemple accompagnée dans une logique de croissance qui souhaite mettre en place un nouvel ERP. Donc un ERP, en gros, un logiciel qui soit un peu super puissant finalement pour gérer un plein d'activités. Et devinez quoi, c'est pas gratuit, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Et après quelques semaines, les équipes arrivent ce nouvel outil. Ils font quoi les équipes? Ils sont sur Excel. Alors autant vous dire que côté employeur, ça grince un peu des dents parce que vous imaginez bien qu'entre ce nouvel ERP et Excel, on n'est pas sur les mêmes montants de licence. Et après tant d'investissement, la pilule, elle est plutôt mal passée. Donc, si l'attention est investie au mauvais endroit, au mauvais moment, les problèmes structurels vont suivre, voire même empirer. Donc, un diagnostic mal calibré, ça peut vraiment mettre en péril le succès de tout changement et minimiser l'ampleur de la transfo. Ça entraîne souvent une mauvaise évaluation des ressources. Qu'on parle de ressources d'ailleurs, qui soient humaines, qui soient financières, qui soient matérielles,
c'est essentiel de bien évaluer ses besoins dès le départ et du coup de les adapter en conséquence. C'est vraiment de faire une identification assez précise des besoins dès le démarrage, de quel aspect de l'organisation on parle, de quelle pratique, de calibrer les interventions, de préparer les parties prenantes et d'anticiper en fait les résistances au changement pour optimiser les ressources. Alors on aime bien utiliser une matrice que vous voyez à l'écran pour aller vraiment regarder deux axes de travail, à la fois l'intensité du changement, mais aussi l'acceptabilité du changement. Et vous le voyez en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez par rapport à cette matrice. Si vous positionnez aujourd'hui votre projet ou vos projets de transfo, vous verrez que finalement l'énergie, elle ne doit pas être positionnée au même endroit. Si vous êtes en zone rouge, il va falloir travailler les ressources, pas le choix. Si vous êtes par contre sur quelque chose où certes l'intensité est forte, mais l'acceptabilité, vous savez que vous allez l'avoir, là il faut mettre l'énergie auprès de ses alliés. Et puis, bon, si l'acceptabilité est plutôt faible, que l'intensité est faible également, là, vous avez deux options. Soit vous dépriorisez, mais disons temporairement, soit vous gérez la priorité. Vraiment, la stratégie à adopter est différente en fonction de là où vous vous positionnez aujourd'hui. Une deuxième pratique qu'on souhaitait également vous partager aujourd'hui, c'est surtout de ne pas faire l'impasse sur cette évaluation de la charge. C'est parfois fait en fait trop tard. Et donc c'est vraiment à faire dès le début. C'est pas utile d'attendre que les équipes soient dépassées. Ça peut être largement anticipé, d'établir le nombre de chantiers, de combien de temps ça va nous prendre, de l'évaluer vraiment en jour homme et de pouvoir justement mettre en place un dispositif d'un point de vue projet, d'un point de vue change, et puis aussi de s'assurer que les équipes opérationnelles ont la marge de manœuvre et ont le temps disponible pour le faire, parce qu'il ne faudrait pas les oublier. Vous avez vraiment les équipes projet d'un côté et puis vous avez les équipes métiers. Et sans les équipes métiers, vous ne pourrez pas faire avancer le projet. Donc c'est vraiment important de regarder des deux côtés quelle va être la charge prévisionnelle pour ces deux cibles. Le leadership, c'est quoi? C'est vraiment l'énergie qui va engager les collaborateurs. C'est peut-être la capacité à donner l'énergie et le sens en même temps. En fait, un style de management qui serait trop autoritaire, qui manque d'exemplarité, n'arrivera pas à embarquer les équipes parce qu'ils n'arriveront pas à se projeter dans ce type de management. En fait, quand l'autorité prime trop sur la collaboration, l'exemplarité fait défaut, les équipes se sont vraiment laissées pour compte. La même chose sur la communication, les messages doivent être clairs. Quand il manque de transparence, quand les choses ne sont pas assez précises, pas assez coordonnées, eh bien, toute l'organisation va s'en ressentir. Et c'est particulièrement vrai quand il y a en plus une dimension sociale dans le projet de changement, parce qu'en fait, en tant qu'employeur, vous avez une responsabilité sur la maîtrise de l'information, le respect évidemment des instances, et puis le calendrier. Déjà, c'est vrai qu'en prendre conscience et assouplir le mode de management, c'est déjà un premier point. Pour ça, on a des outils qui aident à analyser le style managérial de l'entreprise en fonction des situations, en fonction de ses enjeux et de son contexte. Nous, on pense vraiment qu'il est important d'être focus sur l'objectif, mais souple sur la méthode, en laissant à chacun sa marge de manœuvre au bon niveau. Et la clé pour ça, on en a parlé déjà tout à l'heure, des démarches qui sont participatives. En fait, il s'agit d'impliquer les équipes dans la déclinaison des axes stratégiques. Ça permet non seulement de renforcer la motivation, mais aussi de rendre chacun acteur ou responsable du changement. En fait, la question, elle ne va pas être de se dire qu'est-ce qu'on va faire, mais de quoi on a besoin pour y arriver. Quelles sont les ressources dont on a besoin? Et des ressources, en réalité, on en a, et plus qu'on imagine souvent. Souvent, on observe que quand même, les équipes se mettent des freins naturels. Pour ça, on utilise par exemple le cercle de Covey, qui est le cercle d'influence, et qui permet quelque part de faire un peu le tri entre les zones où on a des actions possibles, directes, et on le sait, on en a conscience, les zones où de toute façon on n'a aucune prise et il ne se passera rien et pas besoin de passer de temps là-dessus, mais en revanche, toute la zone d'influence au milieu, et qui est souvent plus riche qu'on imagine. À chaque fois qu'on fait l'exercice, on s'aperçoit qu'en réalité, dans cette zone-là, il y a vraiment
beaucoup d'axes. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Chacun peut avoir à son niveau une marge de manœuvre directe ou une marge d'influence vers un objectif qu'on se donne. Et ça, c'est vraiment important. C'est que la communication interne notamment, elle doit être maîtrisée en tenant compte de la communication qui émane de la direction elle-même, donc toute la prise de parole qui vient de la direction et de l'entreprise ou de l'organisation, en y intégrant de la communication managériale qui doit être au bon niveau, et les réseaux de communication formels et informels. Les deux connectés sont très importants à prendre en compte. Alors, il faut préparer le terrain. Il ne faut pas attendre une crise agisse par rapport à ça. D'abord, il est important d'avoir en tête de rassembler les bons acteurs, managers, d'une part, qui vont porter le bon message dans les temps formels, comme par exemple les réunions de service, mais aussi dans les temps informels. Et puis souvent, on a des ambassadeurs du changement. C'est une sorte de collectif qui a un rôle de témoigner, de capter aussi les questions et les inquiétudes de façon un peu plus douce, et puis d'accompagner les projets concrètement, de trouver les réussites. Ces instances-là sont intéressantes à mettre en place. Et en termes de communication pure, eh bien souvent les messages ont quand même tendance à être construits en disant voilà ce que nous allons faire, le quoi, je vous propose d'y arriver comme ça, là on met le comment, mais on oublie souvent de parler du pourquoi, et du pourquoi en deux mots en réalité, c'est pourquoi on fait ça, quelle est la finalité. Ça, c'est le Golden Circle de Simon Sinek qui prend tout son sens ici et qui nous permet de se recentrer sur le fameux why, c'est le pourquoi, mais en deux mots en français. Et ça va structurer en fait les éléments de communication. Et ensuite, les éléments de langage sont travaillés dès le début du projet avec les sponsors, les ambassadeurs, les managers, qui doivent alimenter le plan de communication. Qu'est-ce qu'on fait avant, pendant, après la transformation? Un plan de communication, ça sera un élément de référence dans la conduite du changement. Et ça va être un des points importants. Et c'est d'autant plus fort qu'on a un changement qui peut parfois toucher des instances, les partenaires sociaux, lorsqu'on a des obligations ou qu'il y a des transformations structurelles importantes. Et peut-être la dernière combinaison qu'on ne va pas oublier, ne vous inquiétez pas, c'est celle finalement de notion de gouvernance et de discipline. C'est une cause aussi qui est récurrente. Alors se discipliner, souvent on se discipline pour avoir une alimentation saine, on va se remettre au sport régulièrement, on sait dire non quand c'est nécessaire. Mais c'est pas si simple. Et finalement, ce mot, il est assez connoté négativement. On peut y rattacher peut-être de façon plus positive la notion de réflexe, d'habitude. Et c'est plutôt ça qu'il faut amorcer dès le début du projet. Une gestion de projet qui soit méthodique pour sécuriser tous les facteurs clés pour que le projet soit une réussite. Donc, je vous rappelle pas le fameux triptyque coût, qualité, délai, évidemment. Et puis, évidemment, derrière cette notion de discipline, on y associe, nous, la notion de gouvernance. Imaginez, vous êtes à bord d'un bateau, si personne clairement n'est désigné pour tenir le gouvernail, à mon avis, vous allez aller quelque part, mais où, je ne sais pas. Donc, c'est un peu la même chose en entreprise. Pour pas tourner en rond et ne pas aller dans la mauvaise direction, il faut une gouvernance. Donc, ça veut dire des rôles et des responsabilités qui soient bien définis. Et ça passe aussi par un leadership qui soit fort et un soutien évidemment du coup de la direction pour que vos projets ne se perdent pas en mer, si je puis dire. Une bonne pratique qu'on voulait partager autour de ce sujet-là pour combattre un peu ces déficits de discipline et de gouvernance, c'est de se dire finalement de toute façon il faut un PMO, on peut pas s'en passer, il faut systématiser ça, il faut un garant de la méthode, il faut quelqu'un en qui vous avez confiance et qui dispose de cette capacité à avoir une vision à 360 degrés, une vision systémique, parce que c'est essentiel en fait dans l'articulation de tous vos chantiers et de toutes vos actions qui sont au service de la transfo. Alors c'est vrai que dans tout projet de transfo d'envergure, on va proposer la mise en place d'un dispositif qui va allier notamment PMO et Change.
Qui dit transformation dit conduite du changement, et donc c'est bien d'avoir les deux. Ça peut être la même personne ou ça peut être un binôme. En tout cas, ils interviennent ensemble pour cadrer la démarche et puis en parallèle pour qu'il y ait une continuité opérationnelle et que le changement soit le plus serein possible. Alors on vous a mis quelques outils que vous connaissez sûrement, mais qu'on peut mobiliser. Il y a bien sûr le RACI. Alors faut pas trop tarder, dès le début, il vaut mieux se dire le qui fait quoi, ça c'est important. Et puis avec des organisations, on a aussi expérimenté par exemple un outil qui est assez puissant, qui est Jira. Et c'est un outil qui est assez flexible, qui est assez agile et qui permet justement de centraliser un peu toutes les différentes tâches comme le ferait un planeur. Mais sa force, ça réside vraiment dans ce qu'il va vous proposer, notamment en termes de tableau de bord. Et ça va être très personnalisable en fonction, par exemple, des besoins, des directions, des métiers, ou même du coup de la direction générale dans son propre besoin. Donc voilà, c'est vrai que c'est un outil qu'on voulait vous partager aujourd'hui parce qu'il se positionne clairement comme un outil incontournable dans nos missions pour les équipes de gestion de projet. On a rémusé ça en quelques petits mots magiques peut-être pour activer une dynamique qui soit impactante et durable. Le premier, c'est sécuriser, vous l'aurez compris, sécuriser l'équilibre entre vision stratégique, système organisationnel et puis aussi toutes les dynamiques individuelles et collectives. Deuxième mot magique, outiller, doter évidemment vos managers, vos équipes de marge d'action, Cécile en a bien parlé. Autre mot-clé sur mesure, créer une trajectoire qui vous ressemble. Voilà. Il ne faut pas aller à l'encontre de qui vous êtes, de votre culture, de votre identité. Il faut tenir compte aussi de la maturité de l'organisation. Autre mot qu'on aime beaucoup, l'intelligence collective. On en a beaucoup parlé, mais il faut des démarches qui soient participatives. Ça, c'est hyper important et c'est ce qui va permettre l'ancrage de ces nouvelles habitudes dont on parlait tout à l'heure. Le test and learn, c'est-à-dire se laisser l'opportunité de tester des choses. C'est important. Et puis, on n'oublie pas le cadre de référence, vous l'avez bien ressenti, mais c'est important de construire un nouveau cadre qui valorise vraiment les changements qui sont opérés, que ce soit en matière de transformation, de marque employeur, d'expérience collaborateur. C'est important de garder en tête aussi toutes ces notions qui peuvent se cacher derrière votre projet. Nous, on vous propose de prendre un temps de réflexion pour vous sur votre projet de transformation, à vous, et finalement, via le QR code qui va s'afficher, de pouvoir évaluer en direct et de prendre un temps juste pour réfléchir sur ces 8 axes où vous pensez que votre organisation en est. Ça va quand même vous aider à clarifier. C'est vraiment un outil qui va aider à clarifier là où vous devez mettre les points d'attention. Je vous propose juste de le faire en quelques minutes, c'est pas très long. Suite à ça, en tout cas, si vous souhaitez laisser vos coordonnées, parce qu'on pourra prendre un quart d'heure, une demi-heure ensemble justement pour en parler. Si vous avez besoin d'input et de réflexion, toute l'équipe ici sera en tout cas ravie de pouvoir réfléchir avec vous. Voilà, donc prenons un point et puis on pourra regarder. Quelques points complémentaires, vous allez pouvoir recevoir en synthèse une petite fiche ressource qui va vous aider à mémoriser peut-être les 8 facteurs de risque ou les risques d'erreur. Gardez-la bien sous la main parce que c'est pas mal de la reprendre de temps en temps, ça donne du recul. Et ça peut être en effet intéressant à avoir, à avoir avec vous. En tout cas, vous l'aurez, on pourra vous la donner. Le prochain webinaire aura lieu le 24 octobre à midi, même heure, même durée. Par contre, il va parler de la performance collective, comment accélérer la performance collective. On va parler ici de diagnostic, donc comment on comprend et comment on arrive à voir la maturité de l'équipe et l'évolution des dynamiques d'équipe avec toutes les solutions possibles ou les méthodes possibles en tout cas qui peuvent être exercées pour vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On va très bientôt lancer l'invitation sur LinkedIn, donc vous pouvez nous suivre pour suivre ça. Voilà, nous arrivons au terme de cette séance. Vous aurez bien sûr les informations sur OBA qui vous seront envoyées juste après. Ça vous permettra de recontacter si vous avez besoin.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous appeler. Oui. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Tout à fait. À très vite.